Et bonsoir aux chefs d'entreprise qui sont connectés. Bienvenue à cette réunion d'information qui fait suite, qui est le troisième événement qui rentre dans le cadre du Cybermois. Comme vous le savez, depuis tout ce mois d'octobre, la CCI Martinique, en lien avec la Sud-Californie, vous informe, vous sensibilise sur le risque cyber. Je crois que dorénavant, les chefs d'entreprise ne peuvent plus nier cette attaque. Ces risques, ces cyberattaques qui sont de plus en plus nombreuses depuis la crise sanitaire de 2020. Et il est important pour les chefs d'entreprise de bien comprendre comment se protéger de ces différentes cyberattaques qui sont de plus en plus présentes. Donc, durant les 2 dernières semaines, nous avons conduit un certain nombre de réunions permettant de bien comprendre ce qu'étaient les différents risques cyber et surtout comment se prémunir de ces risques cyber. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir des intervenants experts qui vont aller un petit peu plus loin et qui vont expliquer comment financer, comment se protéger, quelles solutions mettre en place pour se protéger contre le risque cyber. Je crois comprendre qu'on a un petit souci en termes de son. On va essayer de régler le problème. Et là, je pense que c'est un petit peu mieux, j'espère en tout cas. Si ce n'est pas le cas, sinon on va désactiver les ordinateurs. Tu peux lui envoyer le mien. Et on va désactiver le son pour vous permettre à tous de vivre un bon webinaire. Désolée, je sais que les conditions techniques, c'est un peu difficile. J'espère que chacun peut nous entendre. Et si vous pouvez mettre un petit mot sur le groupe de discussion si jamais vous avez des difficultés pour nous entendre. Peut-être quelques petites règles, vous le savez pour les webinaires, c'est de manière générale, vous pouvez poser les questions sur le fil de discussion. Je tâcherai d'être votre interface et de pouvoir poser des questions directement aux intervenants qui sont ici présents ce soir. Et deuxième chose, sachez qu'il y aura que ce webinaire est enregistré, cette réunion d'information est enregistrée, donc vous pourrez continuer à avoir accès à l'information à travers le replay qui sera disponible sur les réseaux sociaux de la CCI Martinique et de la Sud-Californie. Ce soir, j'ai présenté chacun des intervenants. Donc, nous avons la chance d'avoir Dominique Bonne et Tom Martom, c'est ça? Cruz Martom, du groupe AMA qui vont nous présenter les différents dispositifs qui existent. C'est vrai qu'il y a une législation qui a changé et c'est important que les chefs d'entreprise connaissent cette législation. Et puis enfin, nous aurons Axel Saint-Albin et Madame Pam de la CTM qui vont nous présenter le dispositif que la CTM met à disposition des chefs d'entreprise pour se protéger contre ce risque cyber. Tout de suite, si ça fonctionne, j'espère que tout le monde entend bien. Je vais passer la parole à Madame Pam. Ah non, à Monsieur Bonne, pardon. Excusez-moi. Bonsoir. Donc, nous remercions la Chambre de commerce de nous donner l'opportunité de présenter ce risque-là qui est de plus en plus crucial et dont tout le monde peut être victime, les particuliers comme les entreprises. Et donc, nous avons préparé pour vous pour un point qui nous permettra de vous expliquer dans les détails le produit d'assurance que toutes les compagnies, bien sûr, sont en droit de mettre en place pour leur assurer. Je passe la parole à Cruz qui va prendre le relais. Oui, bonjour, Cruz Martom, agence Groupama chez Rédilon. Donc, on va vous présenter de suite le PowerPoint concernant les cybersécurités. Alors, premièrement, on va vous présenter l'introduction. Partie 1, cyberattaque. Dans un second temps, vous verrez la partie 2, l'exigence de la protection du système informatique. Et puis, pour finir, nous verrons la garantie cybersécurité chez Groupama. Et puis, nous parlerons de la conclusion. Alors, le risque cybersécurité est un risque en expansion. Donc, depuis plusieurs années, le monde fait face à de nombreuses cyberattaques. Donc, la cybersécurité, c'était une préoccupation de grandes organisations. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par cette problématique. Donc, les particuliers, les TPE, les grandes entreprises, les administrations, les professions libérales et aussi les associations.
Alors, qu'est-ce qu'une cyberattaque? On va vous donner la définition, qui est tout simplement, c'est un acte intentionnel commis par un de vos préposés ou par un tiers, qui consiste de façon frauduleuse à accéder ou à se maintenir dans toute ou partie de votre système d'information ou dans votre réseau informatique et ou entraver et ou fausser le fonctionnement de votre système d'information ou votre réseau informatique à des fins de nuisance ou de profit. Alors, je vois pas très bien. Alors, on a un rapport annuel de la CNIL qui évoque des données, comme on a en année 2022 5027 notifications de violations de données. Par rapport à 2021, il y a 79% par rapport à 2020. Augmentation. Donc, on a plus de 2150 notifications de violations résultant d'une attaque de rançongiciel, donc reçue en 2021, c'est-à-dire une augmentation de 49% du volume total des notifications. Donc, une sanction sur deux prononcée par la CNIL en 2021 vise des manquements d'obligations de sécurité. Alors, les secteurs d'activité qui sont concernés en 2021 par les cyberattaques sont les activités spécialisées, enfin, pour 21%, je ne vois pas très bien. Est-ce qu'on peut les déplacer? Eh bien, c'est parfait. Alors, les activités spécialisées scientifiques et techniques donc, sont en majorité touchées par les cyberattaques. On peut retrouver d'autres secteurs comme la santé humaine, les actions sociales pour 18%, les administrations publiques également pour 12%, les activités financières, d'assurance, les commerces, l'automobile, on ne voit pas tout en bas. Il y a un autre secteur également qui est un peu plus touché également. Voilà, c'est toutes les activités qui ne sont pas notées ici. Alors, pour résumer, donc le coût médian d'une cyberattaque en entreprise en France est d'à peu près 50 000 €. Donc, on va dire qu'une PME perd environ 27% de son chiffre d'affaires lors d'une attaque. Donc, 60% des PME ne relèvent pas d'une attaque, ne se relèvent pas, excusez-moi, après une attaque, une cyberattaque. Donc, le nombre de cyberattaques ne cesse de croître. Et on regarde relativement à cela qu'une assurance cybersécurité coûte moins de 100 € par mois. Donc, on peut vite faire le constat pour se dire qu'en fait, l'assurance cybersécurité peut rentrer dans le budget de tout le monde. Alors, partie 1, la cyberattaque. Non, je voulais une petite précision, apporter une petite précision. Tous les contrats d'assurance maintenant incluent cette garantie. Au moins la base. On inclut la garantie dans tous les contrats dommages. Seulement, il y a le champ d'application du contrat, comment dire, vous en parlera, est subordonné à la mise en place, bien sûr, de sécurité. Donc, pour les chefs d'entreprise qui écoutent, donc vous dites que effectivement c'est déjà mis en place dans les contrats, même pour les contrats qui étaient avant, est-ce que ça veut dire que le chef d'entreprise doit renégocier son contrat? Il faut renégocier le contrat. Tous les contrats récents incluent cette garantie. On sort entre 50 et 100 000 €. Tous les contrats d'assurance dans la partie dommage. Mais quand ils ont de vieux contrats, c'est l'occasion de revoir avec leur assureur leur contrat et d'inclure cette garantie. Cette garantie n'est pas déclenchée automatiquement. Vous verrez par la suite qu'il faut quand même de différentes mises en place de sécurité par l'entreprise et des obligations de l'entreprise pour que cette garantie puisse être mobilisée. D'accord. Alors, il y a 4 grandes familles de cyberattaques. Donc, on a l'espionnage, la cybercriminalité, excusez-moi, le sabotage et la déstabilisation. Je peux changer. Alors, la déstabilisation, un exemple de cyberattaque, le déni de service. Donc, ça vise à rendre inaccessible un serveur par l'envoi de multiples requêtes jusqu'à le saturer ou par exploitation d'une faille de sécurité. Donc, c'est afin de provoquer une panne ou un fonctionnement fortement dégradé du service. Donc, durant l'attaque, le site ou le service n'est plus utilisable, donc au moins temporairement ou difficilement, ce qui peut entraîner des pertes directes de revenus pour l'entreprise.
Donc, le but, c'est bien évidemment de rechercher à atteindre à l'image de l'entreprise une décrédibilisation de la victime. L'espionnage. Donc, par exemple, l'hameçonnage ou bien le phishing, comme vous pouvez très souvent en entendre parler. Donc, ça consiste à envoyer un mail ou un appel inattendu. Donc, le cybercriminel, il peut prendre alors le contrôle du système pour voler les données de l'organisation le plus discrètement que possible. Donc, le but, c'est de récupérer le plus de données possible sans que l'entreprise en prenne connaissance. La cybercriminalité. Donc, le rançongiciel ou le ransomware. Donc, l'entreprise ne peut plus accéder à ces fichiers et on vous demande de payer une rançon en contrepartie. Ça ne peut plus corser. Ça peut plus corser, mais ça ne peut plus répondre. Très répandu. En ce moment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de commerçants, ça c'est les petites entreprises qui, effectivement, se retrouvent dans ce cas de figure et qui payent. C'est ça. Dès lors qu'on commence à tomber dans ce genre de pratique, en fait, on n'en sort pas. Alors, le but, attends, je retourne un petit peu en arrière. Donc, le but, c'est surtout d'obtenir des informations afin de les exploiter ou bien de les vendre. Tout le monde actuellement doit être, toute entreprise doit être sensibilisée par ce risque nouveau pour eux, mais qui est là depuis pas mal d'années, mais qui s'est amplifié. Et c'est un risque qui peut conduire à la faillite de l'entreprise. Ça, c'est clair. Donc, il faut que tous les chefs d'entreprise soient conscients de ce risque nouveau. Alors, on y viendra. On aura aussi des chiffres qui seront un peu plus parlants concernant ce qui se passe en France au niveau du nombre d'entreprises cette année et l'année dernière aussi qui ont subi des cyberattaques. Alors, on en vient, le sabotage. Donc, la défiguration de site, bon, c'est parlant. Hein. Donc, c'est l'altération par un pirate de l'apparence d'un site Internet. Il peut devenir uniformément noir, blanc ou comporter des messages, des images, des logos ou des vidéos sans rapport avec l'objet initial du site. Donc, avec une courte mention qui met très souvent hors net ou bien hacké. Donc, durant l'attaque, le site il n'est plus utilisable, ce qui peut entraîner des pertes directes de revenus et de productivité. Donc, ça porte tout simplement atteinte à l'image de l'entreprise. Partie de l'exigence de la protection du système informatique. Alors, bien évidemment, je pense que vous le savez tous, il y a un cadre réglementaire pour la protection des données. Donc, je vous ai mis quelques articles du Code pénal, du Code de la consommation et de la loi informatique liberté. Alors, les principaux du Code pénal, toute personne traitant des données personnelles est tenue de les protéger par des mesures adéquates. Code de la consommation, le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de l'ensemble de ces données, à savoir. Alors, la loi informatique du 6 janvier 1978, le responsable du traitement, celui qui décide des moyens pour mettre en œuvre le traitement et ses finalités, est tenu de prendre toute précaution utile au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement pour préserver la sécurité des données et notamment d'empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y accèdent. Alors, on verra en page 2 qu'il y a également un article du Code pénal qui est un peu plus corsé, qui dit traiter des données personnelles sans mettre en œuvre des mesures préalables appropriées en matière de sécurité est constitutif d'un délit. Le non-respect des formalités préalables, même par négligence, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Donc, on voit bien que le législateur européen s'oblige à responsabiliser les entreprises pour la sécurité informatique. Alors, notre garantie, la cybersécurité, donc, comme Madame Bonne vous l'a dit, ça fait partie du contrat qu'on propose, de la multirisque, et c'est inclus dedans. Alors, la cible, donc, ce sont les personnes morales exerçant une activité ou bien ayant un système informatique. Donc, l'objet, c'est d'organiser et de prendre en charge les mesures nécessaires afin de faire face à une situation de crise. Et puis, l'indemnisation des frais et des pertes subies par l'assuré à la suite d'une atteinte de système d'information, ainsi que les frais et pertes encourus par l'assuré à la suite d'une réclamation d'un tiers. Donc, en limite d'indemnisation, nous sommes à 50 000 €. Dans le contrat de base, excusez-moi. Donc, le contrat de base qui inclut cette garantie va jusqu'à 50 000 €. Mais pour les entreprises qui ont des risques beaucoup plus importants, il y a des études au cas par cas.
D'accord? Parce que la couverture peut aller beaucoup plus loin. On a des sociétés qui vont jusqu'à 2 millions de garanties. Mais pour toutes les petites entreprises, il y a une garantie cybersécurité qui est à la limite à concurrence de 50 000 euros, ce qui représente un petit peu le coût de sinistre moyen pour une petite entreprise. Mais ceux qui ont des risques plus importants doivent faire l'objet d'une étude personnalisée. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont précisés sur les risques plus importants? Est-ce que ce serait plutôt les établissements publics hospitaliers, par exemple, voilà. Ou les gens qui ont des données sensibles, j'imagine? Et puis qui ont une superficie financière beaucoup plus importante. Parce qu'on ne peut pas dire de nous ici, oui, mais on a quand même des clients relativement importants pour faire l'objet de ces cyberattaques. Et c'est pas 50 000 euros que ça a coûté. Ça, c'est clair. On continue. Alors, dans ce contrat, on a quand même des obligations. Donc, afin de pouvoir prétendre à l'indemnisation. Donc, l'assuré doit prendre des moyens de prévention suivants. Donc, protéger et configurer son système d'information, c'est-à-dire sa messagerie électronique, ainsi que les connexions entrantes et sortantes. Donc, à minima, le paramétrage et la configuration du firewall, comme on appelle l'anti-spam. Je vais mettre un mot de passe. Donc, utiliser des logiciels antivirus, donc installés, activés en permanence et devront faire l'objet de mises à jour recommandées par un éditeur sur l'ensemble des postes de travail et des secteurs éligibles. Et puis, procéder à une sauvegarde de données des systèmes. Conformément aux bonnes pratiques, il y a des tests de restauration régulièrement menés sur tout support informatique indépendant du système. Donc, tant bien même que la garantie soit incluse dans le contrat, elle ne peut être mobilisée que si ces conditions sont respectées. C'est-à-dire que vous avez un système protégé, configuré, que vous avez protégé votre système d'information. Donc, vous avez la garantie au contrat, mais elle ne sera pas mobilisée si toutes ces sécurités ne sont pas mises en place par l'entreprise. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec la CTM, comment justement aider l'entreprise à financer. C'est très, très bien. J'attire l'attention, vous avez la garantie au contrat, mais elle ne sera mobilisée que si vos systèmes d'information sont protégés. C'est une condition obligatoire. Même si vous avez la garantie. Non, mais c'est pour toute assurance, on aura peut-être l'occasion de faire d'autres risques, mais pour ce risque-là en trois, si vous n'avez pas protégé votre système d'information, pas d'indemnisation possible. Si je puis me permettre, parce que les autres n'ont pas entendu, tout à l'heure, j'ai posé une question sur les contrats qui étaient déjà existants, parce que effectivement, certains entreprises qui étaient connectées n'ont pas bien entendu la réponse. Donc, quand un chef d'entreprise a déjà, tout à l'heure, vous avez évoqué que ce n'est pas nécessaire de renégocier, de rajouter une négociation, puisque dans les nouveaux contrats, le risque cyber est déjà couvert. Qu'en est-il pour les anciens contrats, pour les chefs d'entreprise qui ont des contrats depuis des années? Ce sera l'objet d'une révision de leur contrat. Il faudra qu'ils vérifient dans leurs conditions générales et particulières si ce risque est inclus et revoir leur assureur pour ressouscrire un nouveau contrat dans lequel cette garantie-là est acquise. Il faut vraiment vérifier, c'est l'objet de tout contrat d'assurance doit être vérifié chaque année. Un contrat d'assurance ne peut pas dormir éternellement parce qu'il doit être en adéquation avec la réalité du risque. Donc, il faut toutes les années revoir vos contrats d'assurance et vérifier que cette garantie-là est comprise dans vos garanties. Voilà, on a insisté sur le fait que l'assuré a des obligations compte tenu des garanties. Donc, pour pouvoir les appliquer, les garanties, voilà, comme Mme Bonne l'a dit, il faut que les obligations soient respectées. Alors, la garantie gestion de crise. Alors, elle vise à prendre en charge, en fait, via une plateforme d'assistance qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est désignée par l'assuré, que vous pouvez retrouver également dans les conditions générales du contrat. Donc, la mise en place également de mesures nécessaires à mettre en œuvre en fonction du sinistre subi par l'assuré. Donc, tout dépend du cas de la cyberattaque. Avec la plateforme,
l'assuré qui sera sinistré aura une prestation qui sera en fonction de ce sinistre. Alors, intervention, voilà. Donc, dans cette garantie est compris l'intervention de consultants, donc en sécurité, donc, et l'intervention également de consultants juridiques, des procédures d'expertise avec la prise en charge de frais d'experts, et puis une plateforme de crise, donc, qui comprend les points d'articulation pour l'exploitation d'un centre de gestion de crise, et puis également les coûts de service. Alors, j'ai une petite question. Tout à l'heure, un chef d'entreprise a posé la question sur le fil de discussion. Si vous avez parlé de conditions que le chef d'entreprise doit remplir pour l'exercice, vous avez parlé notamment d'antivirus qui doivent être régulièrement actualisés, etc. Comment va se passer la vérification que l'entreprise respecte bien les conditions? C'est l'expert. C'est ça. Lors de l'expertise. Alors, allez. Quand la victime aura déclaré son sinistre, il y aura toujours désignation d'experts qui vérifiera toutes ces données et qui vérifiera si toutes les sécurités ont été mises en place, si toutes les exigences du contrat sont bien remplies, avant de calculer et de chiffrer déjà l'indemnisation. Alors, c'est vrai que quand on a une entreprise, on a quand même un logiciel qu'on paye. Donc, on est censé au minimum avoir peut-être une facture ou bien même un visu sur le retrait, le prélèvement s'il y a de l'antivirus. Et puis aussi, on effectue des sauvegardes. Donc, certaines entreprises ils peuvent également avoir des contrats de maintenance. Voilà. Et puis également des disques durs. Donc, ça se sait très facilement par l'expert. C'est son boulot. C'est ça. On va passer. Non, allez-y, continuez. C'est juste une question d'un chef d'entreprise. Et s'il y en a deux dans la salle, n'hésitez pas. Bon, tout le monde sait tout. Alors, voilà, donc on avait fini. Alors, au niveau de la relation avec les autorités de contrôle, donc il y a organisation de prise en charge d'intervention d'experts, c'est-à-dire qui permettent de traiter avec les autorités de contrôle au niveau des actions relatives des obligations légales de protection des données, comme on a pu le voir. Donc, il y a une garantie également qui permet des frais de défense strictement nécessaires et engagés par l'assuré dans le cadre d'une procédure réglementaire. Donc, au niveau de la communication et des notifications, il y a une organisation prise en charge de l'intervention d'experts. Donc, dans le but de définir et de mettre en œuvre les actions de communication et de notification nécessaires aux fins de se conformer aux obligations de protection réglementaire des données, y compris les recours à un centre d'appel ou la mise en place d'un numéro d'appel gratuit. Donc, au niveau de la restauration de l'image, l'e-réputation, il y a l'élaboration de mise en œuvre d'une stratégie de communication. Donc, suite à un sinistre garanti susceptible de ternir ou de porter atteinte à la réputation de la victime et qui a fait pour l'objet de communication par les médias usuels, presse, réseaux sociaux, Internet, radio, etc. Je disais que, en ce qui concerne le chef d'entreprise qui assure son matériel informatique, souvent, il prend une garantie, il souscrit une garantie dommage qui s'appelle Brid Machine informatique. Nous, assureurs conseil, nous devons lui parler, de le sensibiliser sur la cybersécurité parce que, et aussi mobiliser une garantie perte d'exploitation si toutefois ces données sont volées, etc. Il faut vraiment qu'il s'entretienne avec son assureur pour vérifier dans le prolongement de la garantie dommage des machines informatiques qu'il ait la garantie cybersécurité. Et la perte d'exploitation éventuellement liée, bien entendu, à ce risque-là. Je prends une question. Vous avez évoqué qu'il fallait traiter avec les autorités de contrôle. Est-ce que cela veut dire que l'assurance se charge de la déclaration de violation? Alors, tout à fait. Donc, lorsque vous arrivez sur la plateforme de gestion de crise, il y a une prise en charge qui est faite. Donc, ça veut dire qu'en fait, on signale aux autorités compétentes qu'en fait, votre responsabilité n'est presque plus engagée. Puisqu'en fait, on prend en charge justement tout cet administratif-là pour pouvoir déclarer cela aux autorités compétentes. Avec des experts. Avec des experts, une procédure d'expertise après. Pour pouvoir chiffrer les dégâts. Et puis aussi,
si votre responsabilité est engagée par rapport à des données personnelles de clients qui ont été usurpées, qui ont été divulguées, on prend tout cela en charge. Justement, on y vient au niveau de ces garanties-là. On y arrive. Bon, on avait fini, il y avait une question. Voilà, donc on a un petit peu tout vu au niveau de la restauration de l'image de la réputation. C'est vrai qu'en fait, en Martinique, on n'en voit pas encore énormément de ces cas-là, mais ça arrive. Ça arrive à grands pas. En France, on a surtout ce problème-là au niveau des PME, des TPE, également qui sont très souvent hackés et qui ont leur réputation qui est mise à mal. Et je pense que c'est une garantie, une des garanties les plus nécessaires. Presque aussi importante que c'est parce que c'est une garantie qui devient presque aussi importante qu'une garantie CAPNAT ou incendie. Les conséquences peuvent être beaucoup plus importantes pour une petite entreprise qu'un risque incendie ou une tempête ou un ouragan. Il faut vraiment que les gens soient sensibilisés par rapport à ce risque-là. Ce n'est plus du but de l'esprit, c'est une réalité. Et nous avons de plus en plus de déclarations à ce niveau. Voilà, de déclarations de sinistres. Et vous voyez, on termine la saison cyclonique pour que notre groupe puisse travailler encore beaucoup plus sur des couvertures beaucoup plus importantes parce que nous avons eu des demandes dépassant le million. Donc, il y a tout un travail qui est fait au niveau de notre groupe pour pouvoir couvrir à des niveaux très, très, très importants certaines entreprises martiniquaises. Parce que si elles n'ont pas ces garanties, ces bonnes couvertures et ces conseils, bien sûr, elles sont peut-être vouées à disparaître parce que ça va continuer en s'amplifiant. Ces cyberattaques, cette cybercriminalité, elle ne va pas s'arrêter parce qu'elle est facile, elle est difficilement appréhendable et donc il faut vraiment veiller, prendre conscience qu'on a ce risque-là et qu'il faut se prémunir contre cette malveillance. C'est vrai que la tendance commence à évoluer, comme je le disais sur la Martinique. Je pense que vous avez déjà pu remarquer que certaines personnes, certaines personnalités qui ont par exemple des comptes sur Instagram, plusieurs pays, ou bien été doublés. Question. Voilà, donc on a de plus en plus de comptes qui sont usurpés, dédoublés sur Instagram et sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux en général. Et donc, ces garanties-là interviennent également en cas d'usurpation pour pouvoir vous redonner votre plateforme et identité. On nous a pas appelé. Eh bien, vous savez, blague à part, on a eu un souci comme ça. Durant un événement, une réunion à la Chambre, où effectivement, il y a eu une cyberattaque pendant un webinaire, et c'était pour essayer de rentrer dans le système des douanes. Wow. Voilà, donc c'est pour informer les chefs d'entreprise, hein, comme vous disiez, que tout le monde, parce qu'il y avait un douanier qui était intervenant, et donc tout le monde est concerné. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé durant ce cybermois, durant les deux précédents événements. Et on a beaucoup aussi parlé de protection des données, ce qui m'amène à faire une petite parenthèse. Donc, lors de la semaine prochaine, pour clôturer ce cybermois, nous allons effectivement parler protection des données, et notamment le fameux RGPD qui fait peur à beaucoup de chefs d'entreprise. Donc, on va en parler la semaine prochaine et un peu essayer de démystifier et donner quelques conseils en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. Je vous repasse la parole. Oui, merci. Alors, c'est vrai que sur ce PowerPoint, on a essayé d'être le plus concis que possible. Et c'est vrai que si vous souscrivez au contrat, il y a des conditions générales qui sont bien détaillées avec les frais bien pris en charge et également les exclusions. Donc, j'ai été, on va dire, un petit peu concis en vous mettant également pour les frais et pertes encourues, les frais de reconstitution des données, comme on en parlait, les frais de décontamination pour les maliciels et les frais de cyberextorsion, comme vous en parliez également. Et s'ils ont besoin, si un de vos adhérents, s'ils ont besoin de renseignements personnels, nous tenons à leur entière disposition, sans problème. Alors, c'est vrai, je ne sais pas si Madame Bonne vous a échangé sur ça, mais c'est vrai qu'on se tient vraiment à disposition. C'est-à-dire qu'avant une déclaration, ils peuvent nous contacter
soit par mail, soit par appel, ils ont vos coordonnées. Voilà. On puisse leur donner la procédure. Parce qu'il y a certaines entreprises qui ne savent pas vraiment comment déclarer. Déjà, qu'on puisse vérifier également dans leur contrat si c'est inclus. Si c'est un ancien contrat, ce ne sera pas le cas. On ne pourra pas le mettre à jour de suite, donc ce ne sera pas possible. Et si c'est un nouveau contrat, regardez le périmètre d'application, si c'est compris, et également si dans quelles conditions le déclarer. OK? Donc, on fait un petit trait sur les frais de reconstitution des données. C'est les frais de décontamination des maliciels, donc, qui consistent à notamment décontaminer, nettoyer, restaurer les données. Donc, les sauvegardes et les supports de données sur justificatif fournis par l'assuré. On emploie beaucoup la notion de justificatif, c'est très important, surtout avec les experts. Donc, il faut vraiment qu'on ait l'authenticité, que ce soit bien vu. Il n'y a pas qu'il y ait de fraude. Okay. Sont garantis également sur justificatif fournis par l'assuré les frais de restauration du système d'information contaminé par un malicieux. Donc, les frais de reconstitution de vos données, donc sur justificatif, hein. Donc, c'est une des obligations aussi pour. Voilà. Donc, fournis par l'assuré les frais de reconstitution de données nécessaires garantis pour se procurer un nouveau logiciel. Donc, j'insiste quand même dessus. Je pense que vous savez tous combien coûte un logiciel, combien coûte aussi un site Internet. Ce n'est pas donné. Donc, on a beaucoup également de cas de clients qui n'avaient pas cette assurance-là, qui nous consultent après et qui nous relatent un petit peu leur fait, qu'ils ont investi sur des sites Internet à 10, 12 000, 20 000 euros. C'est un coût pour l'entreprise, c'est un investissement. Ça fait partie pour moi du patrimoine de la structure. Et donc, réinvestir sur un site à chaque cyberattaque, je dirais que c'est quand même un petit peu coûteux pour une garantie qui coûte moins de 100 euros par mois, comme on disait. Alors, également, rechercher et rassembler les éléments d'information disponibles à partir des sauvegardes, support de données ou bien support multimédia, y compris la documentation d'origine. Donc, ressaisir manuellement ou tout autre moyen plus adapté de données à partir de supports de données multimédia ou des logiciels d'origine. Ça, c'était mis en nous. Alors, prendre en charge les frais d'études, d'analyse et de paramétrage engagés pour l'adaptation de logiciels de fonctions équivalentes dans le cas où les logiciels endommagés ou détruits ne seraient plus disponibles sur le marché et dont les sauvegardes s'avéraient elles-mêmes endommagées ou détruites. Et puis acquérir des licences de remplacement pour les logiciels ou tout autre système de protection d'accès endommagé ou détruit à la suite d'un sinistre garanti. Comme vous pouvez voir, au niveau des frais de reconstitution, le périmètre est assez large. Question? Continue. Alors, les frais de cyberextorsion. Donc, sont garantis les frais engagés par l'assuré à la suite directe et exclusive d'une menace de cyberextorsion ou bien d'une cyberextorsion. Donc, ces frais consistent à faire échec ou à mettre fin à une menace réelle ou alléguée de cyberextorsion. Donc, limiter également l'impact de la menace et puis également réduire le versement des fonds. Donc, l'accord écrit de l'assureur ou du gestionnaire de crise mandaté est une condition essentielle, préalable pour toute indemnisation des frais susmentionnés. Donc, avant de procéder à quelconque versement ou bien également quelconque action, il faut quand même informer l'assureur. Très important. Donc, toujours accepter que l'assureur informe les autorités compétentes et puis garder strictement confidentielle l'information de l'existence de la garantie, des frais de cyberextorsion, sauf au moment préalable de notre part pour révéler au tiers et entrer dans un domaine public. Voilà. Alors, donc, pour la garantie des frais et des pertes encourues, donc sont garantis les frais de défense relatifs au litige ou bien au sinistre, les conséquences pécuniaires de l'obligation d'indemnisation ou de la condamnation de l'assuré au titre de la réclamation d'un tiers à l'encontre de l'assuré afin d'obtenir réparation fondée sur un sinistre garanti par la présente convention. Donc, c'est une couverture qui est, à mon avis, assez complète, donc qui permet la réparation des dommages immatériels, donc la restauration du système d'information, de remplacement
des logiciels qui sont infectés, donc la reconstitution des données détruites et les frais de décontamination, comme nous avons parlé de maliciels. Donc également la protection de la cyber-responsabilité, donc qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, donc suite à la réclamation d'un tiers résultant d'un incident de sécurité d'une atteinte à données à caractère personnel. Donc, pour conclure, donc la cyberassurance est un atout pour l'entreprise. Ça permet une protection de l'activité, des investissements de la structure, comme on en a parlé précédemment. Donc, c'est une garantie qui est fiable pour la protection de votre réputation et la notoriété de l'entreprise. Puis, c'est également un moyen de rassurer les clients, en sachant que toutefois, il y aura des garanties si leurs données personnelles venaient à être divulguées. Okay. Je vous remercie de votre attention. Donc, on a essayé d'être assez concis sur cette présentation, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'en ai une, justement. J'en ai une d'un chef d'entreprise qui s'est connecté. Donc, merci encore aux chefs d'entreprise présents de poser leurs questions via le fil de discussion. Et n'hésitez pas à continuer à le faire. Et les chefs d'entreprise qui sont aussi présents, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, une question. Dans les nouvelles formes de piratage, les sauvegardes sont souvent contaminées au fil de l'eau. Plusieurs mois, finalement, avant l'attaque finale sur le cœur du système d'information. Comment fournir les justificatifs dans ce cas-là? Est-ce que les justificatifs sont fournis au moment de la signature du contrat et actualisés tous les ans? Alors, question complète. C'est ça, c'est une question assez complète et puis elle est technique. En fait, à la signature du contrat, on ne vous demande pas de justificatif. Donc, chaque année, je pense pour votre comptabilité ou bien pour le fonctionnement de l'entreprise, le suivi, vous êtes tenu quand même d'avoir vos justificatifs. C'est seulement au niveau de l'intervention du sinistre, on vous demande que l'expert va vous demander des justificatifs. D'où la sauvegarde hein, qu'on vous exige. Hein. Je disais d'où la sauvegarde qu'on vous exige pour mobiliser la garantie. Donc, il faut tout sauvegarder, tout le faire. C'est une obligation pour mobiliser cette garantie. Mais dites-vous bien que dans toute garantie, même celle-là, l'assureur ne paye que sur justificatif. Hein. À charge pour vous de les trouver et de les avoir. C'est comme pour le vol, si vous n'avez pas les factures de vos bijoux, on ne vous les remboursera pas. Donc, il faut préparer, sauvegarder tous ces éléments qu'on pourrait avoir à vous demander en cas de sinistre. Donc, on a bien compris qu'effectivement, pour mobiliser la garantie, il y avait des conditions à remplir, notamment sur la sauvegarde, notamment sur l'actualisation du système d'information. Et donc là, je me tourne vers la CTM, parce que c'est vrai, les chefs d'entreprise se demandent comment financer toute cette mise à jour. C'est difficile pour moi, chef d'entreprise. J'ai déjà plein de fonctions dans mon entreprise. Je vais devoir gérer tout cet aspect-là. Est-ce que la CTM peut m'accompagner sur la mise en place des conditions, donc à parler l'assurance, pour justement rentrer dans une protection au maximum de mon risque cyber? Bonsoir à tous. Je suis Candela Femme, du service de la digitalisation de l'économie à la CTM. Je suis accompagnée de la Adjointe également chef de service à la CTM. Alors, comme on a compris avec Groupama, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, c'est exactement là où nous allons intervenir, nous, dans le prévenir. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter l'aide à la création et développement d'activités numériques, qui est justement une subvention qui peut intervenir aussi bien dans la création que dans le développement de l'activité de l'entreprise. Donc, au niveau de la création, on peut prendre en compte tout ce qui est justement cybersécurité. Donc, on va commencer par faire un état des lieux, savoir où on en est, de quoi on a besoin, comment le système d'information va fonctionner et comment on va utiliser nos différents outils au sein de l'entreprise, avec qui on partage, comment on partage ce genre d'informations. Donc, déjà faire un état des lieux, savoir ce dont on a besoin et bien évidemment se tourner vers des professionnels qui sont en mesure de nous donner ce genre d'informations et ce genre d'outils pour aller plus loin. Donc, première étape, état des lieux et ensuite acquisition certainement de logiciels pour se protéger. Donc, vos logiciels, et puis il y a des logiciels plus ou moins poussés, donc en fonction de l'activité, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du système d'information, de la gestion du système d'information, les logiciels sont plus ou moins complexes, élaborés et plus ou moins onéreux également.
Voilà. Donc, en ce qui concerne les bénéficiaires, les entreprises qui peuvent émarger, donc on est sur les entreprises immatriculées en Martinique uniquement, dans un premier temps, et puis aussi, on est auto-entrepreneur, mais ce qui est important sur cette aide, c'est que aussi bien les entreprises issues de la filière numérique que les entreprises traditionnelles peuvent y émarger, puisque, comme je vous ai dit, on est au service de la digitalisation de l'économie, donc nos subventions sont vraiment axées sur les entreprises du numérique. Donc, hors auto-entrepreneur, toute forme juridique comprise hors auto-entrepreneur, et puis comprenant toutes les dépenses que je viens de souligner juste avant. Donc, cette subvention permet d'encadrer tous les investissements corporels et incorporels. Alors, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que du coup, une entreprise qui est en plein développement, elle a la possibilité également, avec cette aide, de revoir son parc informatique, si effectivement son matériel est déjà désuet, si il faut changer, s'il y a des failles. Il peut également modifier, pas modifier, mais en tout cas revoir rafraîchir son parc informatique, merci, son parc informatique, et puis faire l'acquisition de logiciels. Donc, sur cette subvention, les projets de plus de 150 000 € sont écartés. Une fois qu'on est supérieur à 150 000 €, on passe au FEDER. Donc là, moi, je fais le lien avec le FEDER, je transfère le dossier, etc. Donc, c'est une aide qui est plafonnée à 75 000 € avec un taux d'intervention de la CTM de 50%. Je peux passer à la section. Voilà. Et donc, les frais d'assistance technique sont plafonnés à 5 000 € avec un taux de 50%. Voilà, et on peut également avoir des frais de montage et de suivi du projet. Donc, comme je vous disais, j'ai choisi cette aide-là volontairement parce qu'on a la possibilité de cumuler pas mal de dépenses éligibles sur une même aide, mais on a l'aide à la création des entreprises numériques également, qui peut intervenir dans le cadre de la cybersécurité aussi, quand on prend ce poste de dépense-là dans sa création d'entreprise. Et du coup, on peut également faire, par exemple, il y a des solutions qui sont en SaaS ou qui sont en abonnement, et là, qui ne sont pas du tout éligibles avec cette aide que je présente, mais qui sont éligibles avec la création des entreprises numériques. Entreprises numériques, donc on est dans le domaine du numérique et pas du tout des entreprises traditionnelles, malheureusement. Mais pour les entreprises traditionnelles, on a le pass. Donc, en fait, vraiment, vous nous proposez votre projet, ce que vous voulez faire, quelles sont les dépenses que vous souhaitez engager. Avec des devis, c'est mieux pour qu'on puisse quand même faire un état. Et du coup, moi, j'oriente au mieux la demande vers la subvention qui convient. On a également une aide, donc c'est l'accélération des entreprises. Là, on est aussi sur les entreprises numériques, mais c'est quand même important de le dire parce que c'est une aide où, justement, quand on veut faire un état des lieux, c'est une entreprise qui a déjà commencé, qui a au moins 5 ans d'activité et qui est justement dans une phase de développement de son activité, elle a besoin de faire un état des lieux. Donc, elle peut faire un état des lieux sur n'importe quelle maille de son système d'information, mais elle peut également faire sur la cybersécurité. Et là, justement, l'audit, le conseil, l'assistance à la réalisation du projet est prise en compte. Donc, si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous prenez contact avec nous. J'ai oublié de mettre les contacts, mais du coup, elle sera passée. Donc, voilà. Si vous avez des questions. 2 questions. Alors, 2 questions. Une première question, j'ai posé les 2 à la suite. Donc, une première question sur le RGPD. Justement, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Si une entreprise veut se mettre aux normes sur le RGPD et veut faire appel à un prestataire ou un avocat spécialisé dessus, est-ce que c'est pris en charge dans le cadre des subventions que vous avez citées? Et deuxième question, souvent une entreprise a un projet sur le numérique, une stratégie digitale, mais elle ne va pas se mettre en place d'un seul coup. C'est-à-dire qu'elle sera souvent par un coup. Et auquel cas, est-ce que c'est possible d'avoir des remboursements des dépenses qui soient fractionnés? Alors, pour la question sur les RGPD, oui. Les frais juridiques peuvent rentrer, mais ça va dépendre du profil de l'entreprise et puis de l'ancienneté de l'entreprise. Donc, à ce moment-là, alors, je ne peux pas vous dire exactement quelle aide je réfléchis, parce que je viens de dire que ça dépend du profil, mais en tout cas, vous venez vers moi et on cherche ensemble ce
qui va le mieux. On va parler de projet. Est-ce que c'est uniquement ce dont vous avez besoin? Est-ce qu'on ne rajoute pas une extension? Est-ce qu'on ne va pas avoir d'autres prestataires pour pouvoir exactement pouvoir répondre à vos besoins? Mais dans tous les cas, oui, les frais juridiques peuvent entrer en compte dans une subvention. Ensuite, fractionner. Remboursement fractionné, oui, c'est la deuxième question. Oui, alors en fait, à la signature de la convention, donc on a émargé, le dossier est positif, on a tous les retours. À la signature de la convention, on a une avance de 50% dans un premier temps. Donc ça permet déjà à l'entreprise de faire les premiers achats. C'est toujours sur remontée de dépenses, dans tous les cas. Donc 50%, on commence les achats éventuellement, et puis on fait remonter ces dépenses au fur et à mesure. Une fois qu'on a commencé à faire remonter ces dépenses, donc on va bien calculer qu'il y a au moins 75% du programme qui a été effectué, le programme de dépenses. Et on a un mandatement intermédiaire de 75% du coup en plein milieu du programme. C'est sur 2 ans le programme. Donc 75% et puis ensuite le sol. Donc c'est quand même fractionné, ça permet un petit peu à l'entreprise de mensualiser, pourquoi pas, en tout cas de respirer et de pouvoir gérer ses finances au mieux. Et puis on est quand même attentif, s'il y a un souci, quel qu'il soit, vous avez la possibilité de revenir vers nous et on vous entend, on voit ce qui est possible de mettre en place. Et une autre question, du coup, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Si un chef d'entreprise a déjà déposé un dossier et qu'entre-temps, elle a eu une cyberattaque, en tout cas, elle n'avait pas envisagé de mettre le cyber-risque, et en écoutant cette réunion, elle s'est rendue compte qu'il fallait absolument rajouter le risque cyber dans son projet. Là aussi, on peut revenir vers vous et faire des modifications sur le projet. Alors, ça va dépendre à quelle étape le dossier il est. Alors, s'il est déposé et qu'il n'est pas encore passé en commission, oui. Et s'il est déjà passé en commission et que la décision du conseil exécutif a déjà été entérinée, ça ne va pas être possible. On va repartir du coup sur une nouvelle subvention à ce moment-là. Mais effectivement, si le dossier a été déposé, il est en cours de contrôle ou en cours d'instruction, oui, là, c'est possible qu'on puisse modifier, bien évidemment. Et combien de vous êtes indemnisé? C'est bon. Cette aide est obtenue après combien de temps après avoir déposé son dossier? Parce que je ne veux pas être. Oui, alors, là, c'est la meilleure question. Elle revient toujours. Alors, effectivement, les chiffres du délai qui sont longs. On est sur des délais qui sont très, très longs. On doit compter entre 6 mois et 1 an à partir du dépôt du dossier. Il y a beaucoup de dossiers. Et puis, en fait, ce qu'il faut noter aussi, c'est la lourdeur administrative, en fait. On manipule des fonds publics. On n'a pas la possibilité de juste déposer un dossier et c'est fait, en fait. Il y a plusieurs phases de validation. Il y a plusieurs commissions avant que le dossier ne soit validé. Et à partir du moment, même au mandatement, pour que au moins l'entreprise ait 50% d'acompte, eh bien, il y a énormément de validation du service financier, du DGS. Enfin, il y a une lourdeur administrative qui fait que oui, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que Mme Pam a dit. Effectivement, il y a une certaine lourdeur administrative, mais je veux quand même rappeler au chef d'entreprise qui se lance, qu'on ne se lance pas avec une subvention. C'est vrai que c'est difficile à entendre, mais il faut déjà que le projet soit préparé en amont, qu'on ait un certain apport et qu'on s'adresse aux autres organismes financiers, notamment l'ADI, Initiative Nordique, etc., qui sont là déjà pour vous accompagner à la création d'entreprise. Et puis la subvention, en fait, elle vient après. Elle vient, je vais dire, booker votre projet, venir comme un remboursement finalement 1 an ou 2 ans après que vous ayez fait la demande. Voilà. Donc, on ne construit pas son projet sur la subvention, on prend les informations, on voit déjà comment on peut anticiper les dépenses de la création d'entreprise ou du développement. Voilà. C'est difficile à entendre, mais... Oui, mais c'est vrai, pour rebondir, effectivement, on avait organisé une réunion ici même où on parlait justement de financer de préfinancer les subventions notamment, si je peux exprimer comme ça. Et il y a notamment une subvention de la BPI, enfin, un prêt à taux zéro de la BPI, excusez-moi, qui est sorti il y a quelques mois et qui peut justement effectivement financer ce risque cyber.
En attendant que les chefs d'entreprise puissent poser des questions, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le fil de discussion ou ici même. Je vais passer la parole à Taïna pour présenter le pôle cybersécurité sur lequel vous êtes ici présent. Essayer d'essayer de comprendre comment il fonctionne et comment il peut être à votre disposition pour vous accompagner dans votre risque cyber. Donc voilà, donc le pôle cybersécurité de la CCI a été confié à la Sud-Californie. Donc nous menons à bien plusieurs actions de sensibilisation et d'information comme aujourd'hui pour présenter aux entreprises TPE, PME de la Martinique les aides qui existent, les assurances, les financements. Et aussi, nous proposons un accompagnement cyber pour les entreprises. Donc, au pôle cybersécurité, on a une solution qui s'appelle NEO. Donc, elle met en place des tests d'intrusion qui vont permettre d'identifier les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées par les attaquants. Donc, ce sont des tests d'intrusion qui vont être mis en place sur les systèmes d'information des entreprises, donc sur les sites Internet, VPN, etc. Donc, voilà. Donc, pendant tout le mois d'octobre, donc jusqu'au 31 octobre, là, nous avons une remise de 5% sur notre cybersécurité. Donc, voilà, c'est jusqu'au 31 octobre. Et elle va permettre de faire les tests, de s'assurer que vos sites Internet et vos réseaux soient protégés et qu'il n'y ait pas de vulnérabilité. Donc, voilà. Si il n'y a pas de questions dans la salle, dans le fil de discussion, il me reste à remercier nos intervenants experts de ce soir. Merci de votre pédagogie. Merci, Groupama, d'avoir expliqué cette solution qui est toute nouvelle, hein, il faut le préciser. Je retiens une phrase que vous avez évoquée. De la même manière que les entreprises se protègent contre le risque incendie, vol et risques etc., les risques que nous connaissons ici sur notre territoire, l'entreprise doit dorénavant aussi se protéger contre le risque cyber. Je crois qu'on peut retenir qui est tout aussi important et peut-être plus fréquent pour le coup que certains des autres risques naturels auxquels on a affaire. Et puis, merci beaucoup à la CTM d'avoir été présente et d'avoir expliqué avec beaucoup de pédagogie les dispositifs. Je retiens également que c'est au cas par cas et que de ne pas hésiter à se rapprocher de vous et on ne manquera pas de transmettre les coordonnées. Je vois qu'effectivement, quelqu'un demande déjà vos coordonnées. Donc voilà, vous serez la star ce soir. Et donc, je ne manquerai pas de transmettre vos coordonnées pour que justement les entreprises qui le souhaitent puissent avoir accès à ces subventions que vous avez évoquées ce soir. Merci à tous de votre attention. J'espère que les conditions vous ont permis de pouvoir suivre et de retenir les informations. Nous vous avons mis à disposition un petit questionnaire de satisfaction à travers un QR code. Je crois que tout le monde maintenant connaît les QR codes. Et pouvoir nous laisser vos impressions sur l'atelier et la réunion de ce soir. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, chère entreprise qui est connectée. Merci à vous, chère entreprise qui vous êtes déplacée. Je sais que les conditions n'étaient pas faciles ce soir. Donc, merci à tous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ici même, nous tiendrons une réunion dans la dernière réunion, dans le cadre de ce cybermois, sur le règlement général de la protection des données, le RGPD, pour essayer, en présence d'une avocate qui va essayer d'expliquer les différentes bonnes pratiques à avoir pour pouvoir vous protéger et mettre en place ce RGPD au sein de votre entreprise. Voilà, merci beaucoup. Je laisse le fil de discussion ouvert et comme ça, si vous souhaitez poser des questions, je me tâcherai de les relayer aux experts qui étaient présents. Voilà, merci, bonne soirée à tous et à bientôt. L'esprit gagnant, CCI Martinique.